Donc tout ça, c'est un rappel pour pouvoir mieux apprécier la suite. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est quoi? Ça tourne? Pas de questions? Donc on avait commencé avec l'accueil, hein? On avait défini ce que c'est que l'accueil, c'est ça. Hein? Donc de façon générale, accueillir, c'est recevoir, introduire, faire patienter, orienter, etc., informer. Donc vous voyez que de plus en plus, quand vous allez dans les entreprises, il y a toujours quelqu'un, ça peut être même le vigile, oui, bonjour monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Non, bon, j'ai un souci sur mon compte, allez voir tel. Bon, je vais faire un retrait, allez au guichet, prenez une main bordereau, ou bien est-ce que vous avez un chèque? Oui, bon, endossez le chèque, je vais pour une remise, on vous oriente. Pour ne pas qu'on perde le temps. Parce que si on vous dirait, imagine, tu viens pour une remise de chèque. Il y a le rang des remises, il y a le remis, il y a le rang des retraits. Je te dirais, tu fais le rang. C'est arrivé au guichet, on te dit non, ici, on ne fait pas les remises ici, c'est de l'autre côté. Tu vas aller reprendre le rang. Ça là. Même si tu as accepté, si tu quittes là, ça m'étonnerait que tu reviennes. Or, dès le début, quand on te prend en charge, tu ne perds pas de temps. Oui, monsieur, c'est pour une remise de chèque. Ok, bon. Allez faire le rang de l'autre côté. Oui, c'est pour un retrait. Bon, allez là. Donc, il y a toujours quelqu'un qui vous accueille. Ah, vous venez voir le patron. Bon, bonjour, venez. Bon, asseyez-vous la patienter. Il avait des clients. Quand il va finir, je vais vous annoncer. Donc, tu sais pourquoi tu attends. On t'a dit, attends 10 minutes. Tu as attendu 10 minutes. On venait, bon, bonjour, patienter. Normalement, il devait finir dans 10 minutes, mais il n'a pas encore fini. Bon, il demande de vous dire de patienter. Au moins, tu as l'information. C'est bon? Mais, on ne te dit rien, tu es assis, tu ne sais même pas pourquoi tu es assis. Souvent, toi aussi, tu te lèves, tu ne dis rien, tu t'en vas. Souvent, on te dit rien, au moins tu te lèves là. On dit oui, monsieur. Quand ça comme ça, il dit non, bon, oui. Mais il prend son téléphone. Oui, alors, il fait semblant de communiquer et puis il sort, il continue. C'est au moins, il veut pas dire que tu sais que je suis là. Parce que ceux qui viennent aussi, c'est un temps. Il se dit, bon, je vais prendre 30 minutes pour aller faire une course rapide dans la banque. Plus c'est dur ici, il aura un problème de temps. C'est bon, donc, quand vous êtes au service, il y a des services où on forme des gens pour l'accueil, mais il y a des services où tout le monde est impliqué. Et moi, j'aime quand tout le monde est impliqué, parce que celui qui a été commis à cette tâche peut ne pas être disponible. Et puis on l'a vu. Il faut donner l'impression au client qu'on l'attendait. Il faut donner l'impression au client qu'on l'entendait, qu'il ne s'est pas trompé en venant chez nous. On dit, oui madame, oui bonjour madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous voyez un peu? Comme si on t'attendait. Mais souvent tu rentres, tu es là, tu n'es pas là, ce n'est pas leur problème. Tu parles. Souvent tu parles, mais on ne t'écoute même pas. Donc, c'est frustrant. Et quand le client va, je vous l'ai dit la dernière fois, un client peut vous quitter à cause d'un tricot qu'il ne va même pas porter. Tricot Olcan, ou un tricot céleste. Parce qu'il a pris le tricot. Tu es venu livrer mon ami et mon tricot. Il dit, bon, vraiment, j'ai oublié, prochainement, je vais envoyer. Il faut noter, il ne faut pas qu'il a oublié. Il va venir. Mon ami et mon tricot. Vraiment, j'ai oublié. Il croit que moi, là, moi, je n'ai pas de tricot à porter. Il ne te demande plus. Quand il vient là, il prenait 10 packs. Il faut me donner 5. Ça ne t'a rien dit. Après, là, quand il vient là, tu ne prends pas. Non, c'est bon. J'ai déjà pris l'eau. Ils sont même là. Pour te rappeler que
n'est pas sûr d'avoir des tricots là. Les jours où tu viens là, il porte le tricot de. Ta sœur Céleste n'a pas porté le tricot d'Olga. Pour t'informer que tu n'es pas le seul qui vend de l'eau minérale sur le marché. Tu n'es pas le seul aussi. Si toi tu vas dans un tricot, il y a des gens qui donnent tricot. La tête est tendue comme ça. Voilà. Tu là pour le reconquérir. Tu vas dépenser plus qu'un tricot. Et comme je l'ai dit souvent, même s'il n'y a pas de tricot, trouve un autre tricot pour lui donner. Lui, c'est un seul tricot. Même s'il n'y a pas de tricot céleste, si tu as pu avoir un tricot publicitaire, bon, vraiment, on n'en a pas eu. Ou bien tu peux payer un tricot même qui. Toi, tu es un bon client. Toi, tu as fait quoi? Un tricot de céleste. Un truc que les enfants portent, c'est pour regarder pour ça. Non, il faut prendre ça là comme ça. Si tu sors, tu portes un bon tricot. Ils sont contents. Donc, parce que les commerçants, là, ils se connaissent pas. Moi, là, j'ai mon commerçant qui est venu là, il m'a donné 10 tricots. Toi, demain, un tricot, tu dis, il n'y en a pas d'autres, là, j'ai donné 10 tricots. Oh, tricot, il y a pas de calendrier, souvent, fin d'année. Je veux calendrier, il n'y en a pas. Je veux calendrier, il n'y en a pas. Oh, calendrier, il va accrocher, il ne va jamais regarder. La date est toujours dans le portable. Mais, parce que tu n'as pas donné calendrier, tu vas le payer. Ça, c'est des variables psychologiques. Parce qu'au fait, en lui donnant, il se sent considéré au fait. Il se sent considéré. Il sait qu'il y en a. Parce qu'il a déjà vu. Mais si moi, on ne me donne pas, ça veut dire que moi, je ne mérite pas. Mais pourquoi je ne mérite pas? Si je ne mérite pas ton tricot, tu ne mérites pas mon argent. Il s'en va. C'est bon. Donc, on a dit qu'il y a l'accueil téléphonique et il y a l'accueil physique, on verra dans la suite. Donc, l'accueil, c'est quoi? Qui va lire? Ah oui, on a vu l'accueil. On a dit qu'on verrait la suite. Oui, c'est ça. Oui, on a fait une précision sur l'accueil qu'on va développer dans la suite. Et ici, on avait intégré au niveau de la découverte du client. C'est bon? Je pense que je vais le déplacer. Je vais le déplacer, je vais le mettre. Moi, je vais le mettre avant même le processus, avant la prise de contact. Ok. Donc, une fois qu'on a découvert le client, on a cerné sa personnalité, on lui propose le produit qui lui convient et non un produit. C'est bon? Quand j'ai dit, donne-moi une bouteille d'eau, on en a 3 ici. Disons, quelqu'un dit, donne-moi une bouteille d'eau, il me donne celle qu'il veut, mais si il dit, donne-moi la bouteille d'eau, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça le rôle du vendeur. Le vendeur ne fabrique pas. Il est l'intermédiaire entre celui qui manifeste le besoin et celui qui fabrique. Donc, il doit savoir le produit qui correspond au mieux aux besoins du client. Et c'est ce produit qu'il lui propose. C'est bon? Donc, une fois qu'il a découvert, il va présenter le produit et argumenter. C'est-à-dire, tu présentes, tu ne vas pas dire, voilà un téléphone, puis tu arrêtes là. Voilà un téléphone qui a telle caractéristique. Hein? Selon votre type de personne, hein? Voici l'avantage, voilà, ainsi de suite. Donc, il faut argumenter. Convaincre le client en énonçant les avantages du produit et en personnalisant ces avantages par rapport au client. Donc, personnaliser, lier ces avantages à sa personne. Présenter le produit adapté aux besoins du client. On a dit le produit, on n'a pas dit un produit adapté. Le produit adapté. Le produit qui correspond à son besoin. C'est bon? Et après, on a des techniques de présentation. Choisir des arguments qui correspondent aux seuls besoins du client. Limiter le nombre d'arguments. Faire une démonstration, le cas échéant. Présenter chaque argument. Il y a les caractéristiques, les avantages, l'avantage général,
L'avantage est personnalisé. Et la preuve, et vous avez dit la dernière fois, quand on fait une argumentation, on dit il faut garder le cap. Garder le cap, ça veut dire quoi? Tenir compte des caractéristiques qu'on va transformer en avantage que le client tire de l'utilisation du produit et en apporter les preuves. N'est-ce pas? Donc, conseil, ne présenter qu'un argument à la fois. Parce que si vous présentez trop d'arguments, les arguments peuvent être contradictoires ou bien le client peut ne pas comprendre. Donc, un argument, vous échangez. Quand il envoie une question, deuxième argument, vous échangez. C'est bon? Être conscient que ce qui est important pour le client n'est pas la caractéristique, mais l'avantage qu'il va en tirer. C'est bon? Donc, s'il paye un téléphone qui lui coûte 400 000, pourquoi il paye le téléphone qui lui coûte 400 000? On dit non, l'écran il est en saphir, le truc est en train de dire carbone, ça c'est la caractéristique, ça lui apporte quoi? Vous voyez un peu ce qu'il faut faire ressortir. Comme on dit, on ne paye pas un produit parce que c'est un produit, mais on paye un produit parce qu'il nous rend un service, on nous apporte un avantage. Donc, ne pas dire je pense ou je crois, mais dire plutôt je suis sûr, je suis certain. Je pense que ce produit sera bon pour vous. Je suis certain que le produit qu'il vous faut, c'est celui-là. Regardez le médecin. Quand vous faites une prescription, est-ce qu'il doute? Il ne doute pas, il est sûr. Ne pensez-vous pas que, mais dit plutôt, pensez-vous que. Parce que quand il dit ne pensez-vous pas que, et quand il dit si, il parle de quoi? C'est la négation ou c'est quoi? Il faut parler de façon affirmative. Si le client dit non, tu sais que c'est négatif. Mais quand il dit non, c'est comme si on finit le cours. Tu ne vas pas à la maison? Oui. Oui quoi? Oui, je vais partir. Oui, je ne vais pas. Donc il peut y avoir une confusion. Le rapport n'est pas clair. Mais tu pars à la maison? Non. C'est qu'il ne va pas. Tu vas à la maison? Oui. Il sait. Donc il faut utiliser. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a un niveau, même si tu as un niveau élevé en français. Tu es en train de faire des affaires, c'est pas maintenant que tu vas venir analyser phrases. Double négation, pourquoi tout ça. Les gens n'ont pas le temps pour ça, mais il faut faciliter le langage, la compréhension. Parce que lui aussi il te répond tel qu'il a compris. Hein. Mais si on n'a pas compris de la même manière, là il y a un problème. Et puis ici, la réponse aux objections. On a dit quoi? Que les objections ne sont rien d'autre que des difficultés, des craintes que le client souligne. Ces craintes qu'il va souligner. Ça, tu me dis de payer cet ordinateur, mais dans mon village, il n'y a pas de courant, j'ai fait comment? Ok. Si vous n'avez pas de courant dans votre village, ce n'est pas un souci. Mais est-ce que, quand vous utilisez l'ordinateur, vous l'utilisez environ combien de temps? Je dis, bon, je l'utilise au moins 1 heure. Ok, ce n'est pas un souci. Cet ordinateur est doté d'une batterie incorporée qui a une autonomie de 10 heures. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous allez en ville et que vous le chargez, vous pouvez travailler ça pendant 10 jours. Vous voyez un peu? Donc, c'est un traitement. Bon, en plus de ça, bon, on a un chargeur externe que tu peux utiliser qui lui aussi a une autonomie de qui peut te permettre de recharger l'ordinateur au moins 3 fois. Autonomie de 10 heures. Donc 10 jours. La batterie te permet de recharger 3 fois. Donc tu charges la batterie
Donc tu peux travailler avec 40 jours. Donc tu as un mois. Tu ne vas pas me dire que tu peux faire un mois sans venir en ville. Non. Donc il y a des solutions. C'est bon. Mais s'il n'y a pas de solution aussi, il n'y en a pas. Il ne faut pas mentir, comme je l'ai dit. Il dit à la batterie. Il attend la batterie. Il est payé téléphone. Non, il n'y a pas de batterie. La batterie, là, depuis là, j'essaie, je ne trouve pas. Tu vas trouver. Tu vas trouver. C'est à cause de la batterie qu'il a fait l'achat. Mais s'il n'y a pas de batterie, la vente est compromise. Tu vois pourquoi tu m'as demandé la dernière fois, j'ai demandé pourquoi. Quand le client veut remettre la vente en cause, on essaie de voir la raison. Si c'est dû à une faute du vendeur, il est dans ses droits. Si c'est dû à une faute de l'acheteur lui-même, c'est pas possible. Mais comme on le dit, dans le monde des affaires, on n'aime pas le scandale, on n'aime pas parler. Tu n'es pas dire à ton client, non, je ne paye pas, non, je ne te donne rien. Tu as payé, il faut aller où tu veux. Non, ce n'est pas de ça qu'on a besoin dans les relations d'affaires. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, demain, ça peut marcher. Donc, quelle solution on peut trouver? C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez un peu? C'est pourquoi, même quand il y a un problème entre les entreprises, on ne va pas au tribunal. Hein. Quand vous allez au plateau de la chambre de commerce, hein, en face du siège de la GVCI, vous allez voir en haut là, il y a un bâtiment, on dit la cour d'arbitrage d'Abidjan, Kassi. La cour d'arbitrage. Donc quand vous allez, on vous écoute. Quand on vous écoute, ce n'est pas dans l'objectif de dire tu as raison, tu as tort. On vous écoute pour comprendre les raisons de ce conflit-là. Et maintenant, voir dans quelle mesure vous pouvez trouver une solution. Ah oui, c'est vrai. Le produit, c'est vrai, tu as livré dans les délais. Bon, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution au client? Qu'est-ce que tu veux? Souvent, on vous écoute séparément. Oui, qu'est-ce que tu veux? Donc, l'intermédiaire, celui qui est intermédiaire, on demande oui. Bon, maintenant, toi, qu'est-ce que tu proposes comme solution? Donc, quand il parle, j'essaie de voir si c'est proche. Mais ce n'est pas proche. Il va maintenant entrer en négociation par rapport à ça. Oui, mais est-ce que tu ne peux pas. Il ne dit pas, l'autre a dit ça. Est-ce que tu ne peux pas. Non, pardon, essayer d'étendre. Donc, on peut aussi. Même s'il n'accepte pas ça, peut-être il peut monter aussi. Donc, il va dire à l'autre, ah bon, voilà ce qu'il a dit. Maintenant, par rapport à ça, toi, qu'est-ce que tu penses? Donc, lui aussi, il va bouger. Donc, il essaie de négocier pour construire une solution. Pour que demain, vous puissiez continuer les relations d'affaires. Mais parce que quand on va au tribunal, et qu'on dit, monsieur, vous n'avez pas raison, il a envoyé des marchandises, vous n'avez pas pris soin, les marchandises sont gâtées, payez son argent, vous êtes condamné à payer. Il paye. Mais il va que demain, il va venir faire affaire avec toi encore. Or, l'objectif, c'est qu'on puisse régler ce problème et continuer à faire des affaires. Donc, c'est l'arbitrage, c'est la négociation, c'est la médiation qu'on va faire. C'est bon? Parce que le juge lui tranche. Il vous dit, je lui dis non, allez régler à l'amiable. C'est un peu comme le divorce. Quand vous venez devant le juge, on veut divorcer. Monsieur, si ici, on a commencé par l'amiable, n'a pas réagi. Non, souvent l'amiable ne marche pas parce qu'il n'y a pas de personne intermédiaire. C'est pourquoi dans un conflit, au moins que c'est chaud, il faut te priver de donner ton point de vue. Ton point de vue n'arrive pas à la situation. Parce que ce que tu dis, ça peut être vrai. Mais celui à qui tu parles, là, il n'est pas disposé actuellement là, à écouter la vérité. Vous voyez un peu là? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il n'a pas raison. Une fois qu'il dit qu'il n'a pas raison, là, toi, tu es plus crédible pour lui. Comment tu as dit qu'il n'a pas raison? Non, calmez-vous, non, on peut trouver une solution, calmez-vous. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, chacun va parler, oui, non, calme-toi. Quand l'autre demande, non, laisse-moi, mais je vais gérer ça, calme-toi. Vous voyez un peu, non? Mais par exemple, tu connais les deux, c'est explique. À un moment donné, quand il se calme, tu vas voir qu'après, on trouve une solution. Parce qu'ils se sont mariés, non? Ils nous invitent à aller manger. Ils ont dépensé millions pour faire marier. Si aujourd'hui ils disent divorce, ça doit être dû à une incompréhension. Donc, c'est de calmer. Quand vous allez au tribunal, on vous dit non. On vous écoute séparément. Après, on dit non, pour juger des rapports. Chacun doit expliquer pourquoi.
Vous voyez un peu. Quand chacun envoie là, après on vous dit maintenant, envoyez un rapport commun. Et vous devez vous séparer, là où vous allez vous associer pour faire un rapport là. Souvent, avant un rapport là même, il y a un enfant. Et puis, on oublie même qu'on veut divorcer après. Souvent, mais, il y a un ami, lui dit souvent, quand il t'appelle, mais pour dire, la seule procédure de ce divorce là, vous allez venir quand vous dites, non, maître, il faut laisser. Et tu vois, mais imagine, parce qu'ils étaient sous l'effet de la colère. Si on avait prononcé le divorce, on aurait gâté plutôt que d'arranger. On s'est dit, bon, ils sont énervés, on va leur laisser le temps de se calmer, et puis on va en parler. Donc quand ils se calment, ils ne veulent plus divorcer. Actuellement, par exemple, on fait face à un problème concernant les primes et pays au niveau des assurances. Malgré l'article 13 qui stipule qu'il faut payer la prime avant de consommer la garantie. Oui. Maintenant, là, on fait face à des montants de prix que nous n'avons pas encore reçus. Donc, on est obligé à chaque fois les renoncer à l'amiable et ça ne donne pas de suite. Ce sont les clients qui ne payent pas. Et vous leur avez fait confiance. On peut dire que nous, on travaille plus avec des intermédiaires. Donc, c'est aux intermédiaires qu'on réclame et ensuite les intermédiaires qui réclament maintenant aux clients de reverser maintenant le montant. Non, ce que je veux savoir, quand le client vient souscrire une assurance, il paye une prime. Il paye la prime. Et c'est quand il y a sinistre que vous indemnisez. Mais quand ils sont venus, ils n'ont pas payé. Ce sont les intermédiaires qui n'ont pas payé. Les intermédiaires qui n'ont pas payé. C'est comme si nous on donne des attestations aux intermédiaires, eux maintenant eux vont sur le marché et ils vendent. Les agents. Les agents. Donc ils sont allés. Donc eux ils sont allés, ils ont encaissé la prime. Ils sont venus vous donner les polices. Et vous avez validé. On a validé. C'est comme si on a fait la production, on a validé. Donc il y a un montant de la production qui par exemple ça fait soit dans le trimestre ou bien dans le semestre. Et ces montants-là, il n'a pas reversé. Maintenant, quand il n'a pas reversé, est-ce que le client paye chaque fois ou bien c'est de façon ponctuelle? On ne connaît pas la politique qu'il a avec le client là-bas. Nous, directement, c'est lui qu'on enquête, c'est lui, on a un contact direct. C'est à lui qu'on a remis les attestations qu'il a eu à revendre sur le marché. Non, mais ce que vous faites là, moi je dirais que c'est grave. Parce que ce que lui fait, je considère que c'est une forme de franchise. Quand lui il l'ouvre, c'est quelle assurance? Atlanta. Je prends un exemple. Moi je vois un bureau, je mets Atlanta là. Je mets assurance Atlanta. Tous les clients qui viennent, ce n'est pas moi qui vois en tant que personne, c'est l'entreprise qui voit. Donc lui il doit travailler conformément à un cahier de charges que vous lui donnez. Parce qu'il ne faut pas qu'il prenne des engagements. Et après, c'est vous qui supportez. Donc, quand vous ne savez pas ce qu'il fait, c'est grave. Il doit faire ce que vous lui demandez de faire. La police, ça avait lui son code. Non, ce que je dis, maintenant, quand lui, il souscrit et qu'il vient, avant qu'on évalue, il faut qu'il verse la prime. Oui. C'est ça. Donc, s'il n'a pas versé, qu'il y a eu une relation de confiance entre vous. Bon, maintenant, si c'est ça, est-ce que vous continuez de valider la police qui l'envoie ou bien vous arrêtez avec lui? Donc, le mot, on a arrêté sa production et on lui dit de reverser le montant qu'il nous doit. Il ne veut pas reverser. Actuellement, il ne reverse pas, donc on est obligé, on a fait des relances. Mais maintenant, son montant, on fait une mise en demeure. mais maintenant, est-ce que vous avez les contacts des clients? Non, on n'a pas eu. Mais normalement, les contacts des clients doivent figurer sur la police. C'est lui qui envoie les clients. C'est lui qui envoie les clients. Non. Il ne faut pas se les tirer. Non, ce que je veux dire, lui, il envoie les clients. Mais dans la police, il faut qu'il y ait le numéro des clients. Pas qu'on va le court-circuiter. Mais en cas de problème, C'est un courtier. C'est un courtier. Maintenant, c'est parce que s'il est courtier, il agit dans l'intérêt des clients. Quand il est agent, il est mandataire de l'entreprise. C'est ça.
Donc c'est comme lui le client. C'est comme si c'est lui le client. C'est lui le client. Donc maintenant, ce que vous devez faire, c'est de rédiger un courrier que vous lui envoyez et vous assurez qu'il a une réception du courrier. Vous identifiez les codes de ces polices-là. Bon, moi je ne suis pas juriste, hein. Ben, moi je pense que ce qu'on devait faire, identifier les contrats dont la prime n'a pas été versée, dire bon, pour tel contrat, vu que la prime n'a pas été versée, on te donne tel délai. Si ce n'est pas versé, on se dégage d'être responsable de la couverture de ces polices-là. Tu comprends un peu? Il reçoit et vous avez une copie. Donc si l'un des clients vient se prévaloir de ce contrat, c'est pourquoi il demandait s'il y avait le contrat des clients, on informait les clients, dit venez sur votre police, il y a un souci, et voilà pour qu'ils partent régler avec lui. Oui. Mais vu que l'attestation a été déjà vendue et que c'est le nom de l'entreprise en question qui est sur l'attestation, oui. Donc forcément s'il a signé ça, directement c'est... Non mais c'est ce que je dis. Vous dites qu'il est courtier. Mais quand il y a un problème, c'est vous que le client vient voir. Donc, vous êtes toujours impliqué, c'est pourquoi je dis. Les contrats dont les primes n'ont pas été versées, là, vous les identifiez, les codes, et vous lui faites un courrier. C'est bon? Vous lui faites un courrier. Donc, vous êtes en train de lui dire que ces polices-là, nous, on ne les reconnaît pas. Donc, s'il reçoit, recevoir c'est quoi? Vous allez avec deux, ici, reçu tant, et puis vous revenez avec. Donc, il ne va pas dire qu'il n'est pas informé. Mais vous n'êtes pas en contact avec un cabinet juridique. Donc vous l'informez. Donc ça veut dire quoi? Que ces contrats n'ont pas été valables parce qu'il y a un article qui dit que si la prime n'est pas payée, c'est pas tant. Donc compte tenu de l'article tant qui dit que la prime doit être payée avant validation du contrat, au vu du fait que les polices dont les numéros sur vous les citez et vous mettez les noms des clients, les primes n'ont pas été perçues. Nous vous donnons jusqu'à tel délai pour payer les primes. Passé ce délai, ces contrats ne sont plus valables chez nous. Donc quand il y a moyen que le client vient t'y faire sortir, le résultat juridique est là. Maintenant, bon, tu dis que vous avez souscrit là, ils vont le chercher maintenant. Et ça où il est, ou bien. Et puis en même temps, lui donner, notifier que vous ne travaillez plus avec lui. Il ne faudrait pas. Parce que quand ça sait que c'est gâté, il va maintenant commencer à abuser de votre image. Donc vous vous arrêtez avec lui. Mais donc, si vous avez un responsable juridique, je pense qu'il doit pouvoir savoir. C'est vrai que c'est un peu ça. Tu viens de citer un article qui dit qu'il faut payer avant d'être assuré. Mais le client peut venir, il n'a pas versé. Autant on ne connaît pas le client, c'est lui qu'on connaît. Donc pour lui, pour nous, c'est lui le client. Donc s'il n'a pas versé, c'est un papier qu'il a rempli. En cas de sinistre. Par exemple, en cas de sinistre, il va venir verser l'argent maintenant et puis. Maintenant, il va courir venir verser. Mais maintenant, si vous n'avez pas fait ce papier, il va dire, mais on travaille ensemble. Il n'y a pas fait. Il n'y a pas eu une affaire de délai, non. Souvent, je vais verser, je vois il y a crise de retard. C'est tout. Voilà. Un cas similaire, ça c'était un agent général. Il est venu, il a sur la police, il a pu encore payer la prime. Mais quand il y a eu sinistre là-dessus, c'est là qu'il a payé la prime. Et ensuite, il est passé au niveau de la gestion de sinistre. Il dit que il a même fait une déclaration. Le même jour, il n'est même pas malin. Il avait fait une déclaration qu'il y avait un sinistre sur cette police en question. Et puis la police était de 2 millions, alors que la prime était de 59 000. Les gens vont fouiller. Le contrat, il a été signé quand on va voir. Parce qu'on mentionne que ça n'a pas été payé. Mais tu viens de payer. Comment aussi ça a été payé tant? Donc on regarde la date de signature, la date de validation, parce que c'est le jour que tu as payé que ça a été validé. Donc date de validation et la date du sinistre. Donc les gens font rien au hasard. C'est vrai que tu as rempli le papier, mais selon l'article, le contrat n'est pas valable, il n'a pas payé la prime. Donc c'est le jour que tu payes la prime que le truc est valable. C'est pourquoi il y a des assurances qui disent qu'il faut remplir, mais il ne faut pas
mettre de date. C'est le jour que tu payes qu'on valide. Parce que c'est une erreur aussi. Si vous lui permettez de mettre la date, vous savez ce que vous lui avez donné, le sous-contrat. Mais le Normalement, problème, c'est que c'est un agent dont responsabilité est déjà engagée. maintenant vous avez réglé ça comme vous avez payé. Ah, tu es obligé de payer. Vous êtes obligé de payer. Mais après ça, vous n'avez pas pris de mesures. Si on a pris une mesure vis-à-vis du qui règle ses primes avant qu'on condamne le contrat. Au fait, c'est ce que j'ai dit dans les affaires, quand il n'y a pas confiance, ça complique les choses. Vous avez permis ça parce que c'était la base de la confiance. Quand il remplit, on traite rapidement. Donc, il vous amène maintenant à attendre, même quand il vient avec tant qu'il versement, on ne fait pas. Or, le client maintenant, lui, il regarde la date, il a déjà payé. Le client ne peut pas faire jusqu'à une assurance. 3 mois après, il va dire que ce n'est pas valable parce qu'on n'a pas encore payé la prime. Il va se dire, mais lui, là, il travaille pour vous. Vous avez fait des agents, mandataires, courtiers. Lui, il ne rentre pas dans ça. C'est l'assurance, lui, il voit. C'est quand il y a problème à la direction, on va. Donc, il faut vraiment assainir aussi. Je pense qu'il faut faire signer peut-être s'il le faut des contrats à vos collaborateurs. Ici, un papier pour dire en cas de temps, nous, on répare le client. Le client est innocent, mais lui, il nous rembourse. Parce que le problème, c'est de son fait. Il n'a pas versé la prime à temps, c'est pourquoi. Donc, on répare le client, mais lui, en retour, on le poursuit pour qu'il nous rembourse. Parce que le client n'est pas fautif après sa prime. C'est lui qui n'a pas venu verser. Donc, lui, et puis aussi peut-être mettre aussi sur la police station une possibilité au client de vérifier si son contrat a été validé. C'est ça. Maintenant, on a la digitalisation. Non, ce que je veux dire, bon, digitalisation, tout le monde n'est pas 2.0. Hein. Sur le contrat, vous mettez un numéro imprimé. Hein? On peut appeler ça par exemple service client ou bien un service, un truc comme ça. Mais dis au client que quand il souscrit au contrat, au bout de 1 semaine ou au bout de 3 jours, il peut déjà vérifier la validité de son contrat là. Donc il a votre contact. Mettre même une plateforme. Donc quand il vérifie que ce n'est pas valable, il dit que si ce n'est pas valable, qu'il passe faire une requête. Donc si une fois, 2 fois, ce n'est pas validé, il va aller voir le gars. Le gars saura que le client sait que. Ou bien il peut venir à la direction qu'on interpelle. C'est ça aussi. C'est un collaborateur. On ne le contourne pas, mais on essaie de mettre des mécanismes pour que nous et les clients, on soit au même niveau. Pas le client a payé, mais le client ne sait pas qu'il a reversé. Mais si c'est écrit que tant que la prime n'est pas versée, on ne valide pas le contrat. Quand je viens de signer un contrat, la première chose, je suis pressé de savoir que mon contrat est valable. Elle a été validée. Donc quand le client check 1 fois, 2 fois, il va appeler au numéro. J'ai fait une police à tant. Mais oui, c'est où? Oui, tant. Mais c'est pas encore. Vous pouvez l'appeler. Bon, vous avez le truc d'un client qui valide. Vous avez des contrats qui n'ont pas été validés. Les clients appellent pour voir, pour vérifier la validation. À quel niveau tu es? Oui, derrière, c'est qui doit verser avant de valider. Donc, du coup, ça lui met la pression. Parce que vous ne savez pas qu'il a l'argent. Le client ne sait pas qu'il a versé, il prend. Souvent, il se dit, je vais investir dans telle chose. Après, il s'assoit, je vais venir payer. C'est ça. Mais entre-temps, C'est ça. il travaille avec votre argent. C'est ça. Donc, c'est des mécanismes que vous devez trouver pour les obliger à être corrects. Si on regarde l'argent, il possède ça chez lui, il fait d'autres affaires avec. J'ai en fait d'autres affaires avec. Vous voyez que là, c'est déjà un problème. Franchement, c'est ça le problème. C'est ce qu'on appelle détournement d'argent. C'est-à-dire que tu prends l'argent pour faire autre chose que ce à quoi cet argent est destiné. Et quand il y a signé, il pense que il vient payer et puis il introduit le dossier pour qu'on puisse régler. Parce qu'à ce niveau, je vais dire que vos responsables, soit ils n'ont pas été vigilants, soit, mais si tu en passes qu'ils ont vu, mais peut-être que ce gars-là aussi veut avoir beaucoup d'argent, il ne veut pas gâter les relations d'affaires avec lui.
Mais derrière, ils vont mettre en place des mécanismes. Mais pourquoi il n'a pas moi si nous le dit. On voit, mais pourquoi c'est maintenant que tu le verser? Pourtant, le contrat a été établi depuis longtemps. Avant de prendre l'argent, en fait. Vous voyez, s'il prend l'argent, c'est parce qu'il y a un sinistre qui vient verser. Oui, c'est ça. Or, le contrat a été établi depuis longtemps. Avant de reverser cet argent-là, que vous avez pas le dictionnaire d'abord, avant de prendre l'argent. Non, mais tu sais, quand tu travailles avec quelqu'un, il faut que vous soyez au même niveau d'information. Eux, ils ont commencé sur la base de la confiance. Hein? Tu souscris aux polices, tu viens, on valide, tu viens verser. Voilà. Au début, il est correct. Non, bon, je n'ai pas encore retiré l'argent, c'est un dépôt, ils m'ont fait. Il dit, il va envoyer un chèque, il dit d'attendre. Donc, toi, tu vas sur la base de la confiance. Mais c'est décrit clairement dans votre contrat avec lui que tu prends le temps que tu veux. Mais tant que tu n'as pas versé l'argent, le contrat n'est pas validé. Voilà. Tu vois un peu. Donc, le jour où il vient verser l'argent, en même temps, il déclare le sinistre, mais il y a un problème. Mais puisque ils ont validé le contrat depuis longtemps, donc quand l'argent n'a pas été versé, mais quand juridiquement, quand on a le contrat, ils sont en contrat, je peux payer une voiture à crédit. On n'a pas écrit quelque part qu'il peut payer à crédit. Il y a la confiance en lui, il paye à crédit. Donc c'est ça. Donc c'est écrit noir sur blanc. Désormais, voilà. Donc s'il n'a pas versé, ça engage sa responsabilité. Mais s'il y a un sinistre, il paye lui-même. Et tu vas voir que son comportement va changer. Sinon, le client, il n'y a même pas de client, c'est-à-dire l'homme est de nature comme ça. On pense qu'on est trop intelligent, c'est ce que je dis. C'est pourquoi la vie est difficile pour nous. C'est-à-dire que quand tout le monde est intelligent, la vie devient compliquée. Parce que vous êtes en vous, par exemple, ami ou un collègue. Tu as un souci d'argent. Tu dis, adieu, passe-moi 100 000, le mois prochain, je te paye. Normalement, il ne doit pas avoir de problème. Tu pas genre. Mais si un premier après 100 000 n'a pas payé la paye difficilement, il est devenu intelligent, il sait maintenant que je pars un service aux gens et puis au retour, c'est moi ici perdant. Donc, s'il donne bêtement, toi tu rembourses bêtement, personne n'est intelligent, tout le monde, la vie est facile. Mais le monde est maintenant, quand tu fais confiance à quelqu'un, lui dans sa tête, tu ne connais rien, tu n'es pas un tu es idiot. Bon, qui veut paraître idiot? Personne. Même regardez ceux qui, dans la rue, vont demander de l'argent, vont exposer leurs problèmes. Souvent, ils mentent. Si tu as menti une fois, deux fois, même si elle vient parler de son problème qui c'est réel, il ne te regarde même pas. En tout cas, à Abidjan, c'est comme ça que les gens sont. Oh oui, réellement, il y a un problème. Donc, on va continuer s'il n'y a pas de questions. Pas de questions. Donc, on a vu la présentation et l'argumentation, et la réponse aux objections. Et vous avez dit que les objections, ce sont des difficultés que le client relève. Donc, vous devez être en mesure de lui donner des réponses. Quand vous avez des réponses, ces difficultés deviennent des motivations d'achat. Sinon, elles restent à l'état de frein d'achat. Donc, pourquoi il pose cette question? Souvent, l'objection est cachée. L'objection réelle est cachée. Il va dire, moi, je n'ai pas d'argent. Oh, tu as vu qu'il était intéressé par le produit. Vous n'avez pas d'argent, mais ce n'est pas un souci. Pas d'argent, je peux vous accorder un délai de paiement. Il va dire, non, c'est pas la peine. Ah, pourquoi c'est pas la peine? Si tu insistes, tu auras un indice. Donc, on recherche les causes de l'objection et on traite l'objection. Maintenant, il y a les techniques d'objection, anticiper l'objection. Donc, quand vous voulez qu'il n'est pas hésitant, je sais que vous allez me dire tant. Vous dire que tu sais ce dont tu veux parler et tu donnes la réponse. Utilisez aussi la méthode du oui, mais. Il ne faut pas dire au client que non, ce qu'il dit c'est faux, il est bête, il ne comprend pas, c'est un menteur, non. Tu acceptes ou tu admets l'objection. Oui, ce que vous dites c'est vrai, mais
Ou bien, je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier que. C'est bon? Je prends l'exemple. Il dit non, il ne peut pas payer parce que dans son village, il n'a pas de courant. Je suis d'accord avec vous. Mais il ne faut pas oublier que on peut avoir faut oublier que ce téléphone a une batterie qui a une autonomie de 10 heures. Il y a aussi des chargeurs transportables. Vous voyez un peu de temps. Vous dites que ce que vous dites c'est un problème réel, mais il y a une solution. C'est bon? Et puis, reformulation interrogative. Si je vous ai bien compris, vous voyez un peu, donc vous le formulez et vous lui dites. Si c'est ça, il va dire oui, effectivement c'est ça. Si c'est pas ça, il va expliquer lui-même. C'est bon? Il faut être sûr que vous êtes au même degré de compréhension. Sinon, c'est après que tu vas l'apprendre à tes dépens. Donc, méthode du boomerang ou affaiblissement. Transformer l'objection en argument. C'est bon? Il est maintenant une objection. Vous affaiblissez. Vous récupérez un élément et vous le retournez contre lui. Méthode dilatoire ou écran. Votre remarque est importante, mais j'ai auparavant des questions à vous poser. Vous voyez un peu? Et les questions qu'on va lui poser, souvent n'ont rien à voir avec sa préoccupation. Et quand on va échanger, on aura des éléments là-bas qui vont nous permettre de convaincre le client. Et peut-être il va oublier cette objection. On lui fait balader un peu. Parce qu'en ce moment, nous, on n'a pas la réponse. Donc pendant qu'on teste ça aussi, on réfléchit à la réponse. C'est bon? On va dire attends et réfléchir peut-être pendant 5 minutes. Pendant qu'on parle d'autre chose, j'ai le temps de chercher des éléments de réponse. Le témoignage. Montrer le témoignage d'autres clients. Tel ou tel client a payé le produit. Voilà ce qu'il y a. S'il y a des vidéos, moi je lui présente des vidéos. Donnez même le numéro pour qu'il appelle, lui appeler même les clients. Il faut lui poser des questions, il va tester. C'est bon? Ou bien, après, on va sur le processus de réponse aux objections. Identifier l'objection. C'est bon? Identifier l'objection. Repérer l'objection fondée ou non fondée. Valoriser l'objection. Chercher à comprendre en posant des questions. Confirmer la compréhension en reformulant. Traiter l'objection et personnaliser. Contrôler l'effet de vous. Il vous pose. Il vous pose les gens. Oui. Je m'attendais à cette objection. Vous avez bien fait de me relever cela. Mais cela n'est pas un problème. Vous avez un téléphone, regardez, cherchez à comprendre en posant des questions. Mais vous avez un téléphone Android, je vois. On va dire oui. Mais votre téléphone, vous le chargez comment? Si vous voyez, il dit il est au village. Il n'y a pas de courant là-bas. À cause il ne savait pas payer ordinateur. Parce qu'en ville, il voit qu'on prend un ordinateur sur le secteur. Mais je vois que vous avez un téléphone Android. Mais vous le chargez comment? Non, au village, on a une batterie solaire à partir duquel on charge le téléphone. Mais pour charger un ordinateur, on n'a pas besoin d'un compteur de la CIE. Cette même source d'énergie peut aussi charger votre téléphone. S'il le faut, tu rentres même, tu allumes le téléphone, tu rentres dans Google, tu dis regarde, tous les onglets qui sont là, regarde Android, tu vois que c'est la même chose. Facebook, quoi, il y en a tout ici. Donc c'est pareil, ça c'est pas un souci. Mais tu as bien fait de poser la question. Montre au client qu'il n'est pas bête en posant cette question. C'est normal qu'il ait des préoccupations et que toi tu es là pour donner des réponses à ces préoccupations. C'est pourquoi toi tu as ta commission. Il sait où on vend les ordinateurs. Mais si toi tu prends l'ordinateur, venez le voir et de passer par toi. C'est ce travail supplémentaire. Donc,
confirmer la compréhension. Ce que j'ai dit, vous avez bien compris. Le courant qui permet de charger le téléphone peut aussi charger le téléphone. Tu as compris, oui. Et puis, on va maintenant au conseil. Laissez l'interlocuteur énoncer son objection sans lui couper la parole. Donc, quand il parle, laisse-le parler jusqu'au bout. Quand tu coupes, il a l'impression qu'il y a des éléments que tu ne veux pas qu'il évoque. C'est pourquoi tu veux le perturber. Détecter en écoutant la vraie nature de l'objection, car une objection en cache souvent une autre. Il y a l'objection fondée et l'objection non fondée. Donc, qu'est-ce qui cache derrière l'objection? C'est bon? Il est en train de discuter avec vous, il est intéressé, mais il n'est pas seul. Il est avec des amis. Un peu. Il n'a pas d'argent pour payer. C'est bon? Il n'a pas d'argent pour payer. Mais, il ne veut pas dire à ses amis que lui, il n'a pas d'argent pour payer ça. L'orgueil. Non, ça c'est pas bon. Non, ça c'est bien. Mais tu sens qu'il a été accroché. Donc, tu peux pas recevoir le voir lui. Bon, monsieur, monsieur, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on va faire je pense qu'on va prendre un rendez-vous. Et puis, je viendrai avec d'autres modèles pour qu'on puisse échanger davantage. Il faut l'isoler. Parce qu'en temps, il va chercher de l'argent. Ce jour-là, il va demander à faire un crédit et payer par échéance. C'est bon? C'est bon, c'est en faisant la négociation. En groupe ou en public, il faut te rencontrer, il faut te rassurer que ces personnes-là ne s'influencent pas négativement. C'est bon? Sinon, s'ils s'influencent négativement, c'est mieux de les séparer. La présentation du prix. On a dit quoi? Annoncer le prix en valorisant le produit. Mener une négociation permettant de conclure la vente. Donc, on ne peut pas dire que le produit fait 10 000 et puis on s'arrête là. Pourquoi le produit fait 10 000 et que les autres ne font pas 10 000? Il faut justifier votre prix. Donc, la justification, c'est la valorisation. Ce produit a des choses que les autres n'ont pas. C'est bon? Et les techniques de conclusion, j'en avais parlé. Positionnement produit haut de gamme. Donc, quand c'est un produit de grande valeur qu'on appelle produit haut de gamme, la stratégie de prix qu'on adopte, c'est la stratégie de prix d'écrémage. C'est-à-dire on applique un prix de vente élevé par rapport aux autres prix. On va parler aussi de la technique de l'addition, l'association, la division, la multiplication. L'addition, on va additionner les avantages. C'est bon? Je prends le cas par exemple d'une maison qu'on vend. Je dis par exemple 15 millions. Tu dis que 15 millions c'est trop. Mais regardez, tu payes combien comme loyer? On te dit. Tu dis par exemple 100 000, 150 000. Tu payes un loyer de 150 000. Mais nous, on te vend la maison à 15 millions. Tu payes un apport initial. Dès que tu payes l'apport initial, chaque mois tu payes 100 000. Donc, ton pouvoir d'achat augmente déjà de combien? De 50 000 pour aller payer le loyer. 150 000. Tu as intégré la maison, tu payes 100 000, donc tu as 50 000 comme pouvoir d'achat. Tu es dans ta propre maison, personne ne va te parler mal. Tu n'es plus stressé. À la fin, la maison te revient. Donc, vous voyez qu'on additionne, on cumule les avantages. C'est bon? Maintenant, la soustraction, c'est d'énumérer les inconvénients qui vont disparaître. C'est bon? Je prends toujours la même chose. Tu payes 150 000. Vous voyez un peu?
quand tu vas payer 100 000 comme mensualité de la maison, hein, il y a une pression financière de 50 000 qui vont disparaître. Ouais, un peu. On retire ça de tes difficultés. Tu seras chez toi. Ce stress-là, on retire. Personne ne viendra te parler mal. Vous voyez un peu? On va soustraire les difficultés. À tout moment, le propriétaire peut venir augmenter. Vous voyez un peu? Donc, on va soustraire les difficultés ou les inconvénients qu'il vit. Maintenant, la technique de la division. Divisez le prix de la maison par la durée. Prenez une calculatrice. Quelle calculatrice dans son portable? Je vais venir. J'ai dit que la maison fait combien? 15 millions, c'est pas ça. J'ai dit 15 millions. Que tu vas payer sur 10 ans. Vous voyez un peu? Donc 15 millions divisé par 10. Ça nous donne 1 million. Ça nous donne combien? 1 million 500. C'est bon? Maintenant, les 1 million 500, je fais quoi? Je les divise encore. Dans l'année, on a combien de mois? 12 mois. Divisé par 12. Ça va combien? 125 000. Tu es en train de payer 150 000 par mois, c'est ça? La maison fait 15 millions. Tu payes en 10 mois. En 10 mois, tu vas payer 125 000. C'est bon? On retire les 125 000. Maintenant, quand on prend les 150 000, 150 000 multiplié par 12, c'est ça? 1,8 million multiplié par 10, 18 millions. Donc, voici une maison où tu payes 150 000 par an, par mois. Par an, ça te fait 1,8 million. En 10 ans, ça te fait 18 millions. Après d'avoir payé 18 millions, la maison ne te revient pas. Or, tu vas payer 125 000 au bout de 10 ans, la maison te revient. Entre les deux, tu choisis quoi? Tu payes moins, tu es propriétaire. Tu payes plus, tu n'es pas propriétaire. Sans oublier tout ce qui a été énuméré en haut. Je pense que le choix il est vite fait. C'est bon? Et la multiplication. Multiplier les avantages procurés en imaginant une variable motivante. Donc, vous voyez un peu, il y a des techniques de fixation de prix. Mais ça ne veut pas dire que lorsque vous êtes en train de faire une négociation, il faut utiliser les 4 à la fois. Non. J'essaie de voir par rapport à la négociation, par rapport au produit, par rapport au client, quelle est la technique la plus appropriée. C'est bon? Maintenant, vous voyez une, si elle n'a pas convaincu, on peut soutenir avec une deuxième technique, ainsi de suite. Conseil, ne jamais présenter le prix seul, mais toujours l'accompagner de raisonnements mettant en valeur autre chose que le prix. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne dit pas ça fait 15 000 et puis on est là. Non. Il faut justifier. Sans envie, le prix est toujours élevé. Le tout est de savoir créer l'envie du produit. C'est pourquoi vous voyez que le prix vient après. Je le dis toujours. Il y a des produits qu'on voit. Quand vous demandez c'est combien, quand vous dites le prix, vous partez. Parce que vous avez l'argent. Mais il y a des produits, quand vous avez pris la peine d'apprécier le produit, mais quand vous n'avez pas tout l'argent, il dit non, tiens ça à l'avance, d'abord il faut réserver, tu vas chercher le reste. Donc le problème, ce n'est pas le prix, ce n'est pas l'argent, mais c'est l'intérêt. Quand on dit sans envie, le prix est toujours élevé. Quand tu vas payer une chose, même on te dit 1000 francs, tu as dit non, c'est cher. Parce que tu veux te débarrasser. C'est cher, il va dire non, il faut prendre 800, non, il faut me laisser à 500. Si 7 ne va pas donner à 500, mais c'est pour te débarrasser. Les 500 ne peuvent pas payer tant. Par contre, si j'ai pris la peine d'apprécier, moi j'ai dit 10 000, j'ai dit ah bon, tiens 5 000 d'abord, et je reviens demain compléter et puis prendre.
Donc, troisième conseil, différer sa réponse si la question du prix, non, on avait un mot rectifié. Différer sa question sur la question du prix si cela vient trop tôt. Sur la question du prix. Si cela vient vite, donc si cela vient trop tôt, ça veut dire quoi? On a vu un processus où que le prix est pratiquement vers la fin. Mais dès que tu commences, tu présentes le produit, tu dis, mais c'est combien? Tu dis, non, vous voyez, jamais. Quand vous dites au vieux, c'est combien? Tu dis, non, le prix, c'est pas important, on va s'entendre. Parce qu'il sait que sans envie, tu vas toujours trouver le prix élevé. Donc vous échangez d'abord. Quand tu as choisi, tu dis, non, je veux choisir, on va s'entendre. Regarde ça, regarde ça. Tu t'as amené même à oublier cette histoire de prix. Non, il faut essayer. Au moins que tu es convaincu là. On va parler du prix. Et là, tu es apte à négocier. Mais au début, c'est comme un prochain et puis tu t'en vas. Donc, différer la réponse du prix. Mais si le client il insiste, tu donnes le prix et puis tu justifies, tu expliques. C'est ce qu'on a dit en haut là. Quand il insiste, tu dis le prix et puis tu expliques. On va dire là. Ne jamais présenter le prix seul, mais toujours l'accompagner de raisonnement, mettant en valeur autre chose que le prix. C'est bon? Et puis maintenant, la conclusion de la vente. La conclusion, c'est quoi? Ça tourne toujours. C'est à combien de minutes? 56. 56. Bon, si c'est à 1 heure, tu me dis, on va. Parce que souvent, ça coupe et puis ça répond plus. On voit qu'il y a un délai, quoi. Ça va nous tourner 1 heure. Donc, la conclusion de la vente. L'objectif, c'est d'obtenir l'accord verbal puis écrit de l'interlocuteur. Il est d'accord pour payer votre produit. Dans les techniques, c'est l'APA. On enseigne un avantage exceptionnel. Bon, si vous payez l'ordinateur, il y a des batteries mobiles qu'on va vous offrir à moitié prix, par exemple. L'intervention directe, précipitée en parlant du règlement. Donc, il est dans la position stable, puisque le produit est déjà connu. Bon, vous allez payer aujourd'hui, ou bien vous allez payer en espèces ou par chèque. Donc, pour le faire, pour le court-circuiter un peu, la récapitulation, obtenir le oui du client en rappelant tous les avantages du produit. Vous savez que ce téléphone, il est léger, oui. Il est composé de matière solide, oui. Il est temps, oui. Il vous distingue des autres, oui. Il est ceci, oui. Donc, vous le payez maintenant. Donc, oui, de façon automatique. Il sera programmé, oui. Parce que vous lui rappelez tout ce qu'il gagne. S'il dit non, il n'est pas prêt à perdre tout ça. C'est bon? Parce qu'il peut les avoir oubliés. Mais il faut le rappeler pour dire voici tout ce qu'il gagne en payant ce produit. Question alternative. Posez une question entraînant l'achat. Vous voulez le téléphone noir ou le téléphone rouge? Donc sa réflexion doit porter sur le choix de la couleur et non sur l'achat. Test de décision à utiliser si le client est peu bavard. Donc souvent il y a des clients qui sont beaucoup réservés, il faut les pousser un peu. Tu peux prendre le bon de commande. Donc vous allez prendre 10. On va voir que non, 17, je vais prendre 3 d'abord. Ok. Tu vois, 3 ça fait tant. Mais vous allez payer par chèque ou en espèces. Ça veut dire que tu payes. Par exemple, mon client, tu payes maintenant, mais après. Mais c'est moi qui te dis après, qui veut après ça. Mais tu payes par chèque ou en espèces. C'est même parce qu'il a un chèque. Il va dire non, je vais payer en espèces. C'est bon?